emploi parce qu'on a expérimenté la voie du fonctionnariat, du salariat pendant des années, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il faut qu'on parte à l'auto-emploi, il faut que chacun crée son entreprise. Au Tchad, au Cameroun, au Sénégal, vous ne pouvez pas actuellement être un jeune activiste et subir plus de répression que Nelson Mandela ne l'a. Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à vous. Bienvenue dans Changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues et surtout des mauvaises perceptions. Vous le savez, le monde évolue à la vitesse de la pensée et ici nous vous aidons à mieux vous informer pour mieux vous adapter. Mais encore plus, car s'informer c'est bien, mais avoir les faits complètement décryptés à votre portée c'est encore mieux. Et ici nous sommes là tout simplement à cet effet. Je suis Raïm Drago pour vous servir et encore une fois de plus, j'ai l'opportunité de recevoir pour vous notre analyste maison, M. Papodias. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Super. Plus la promotion de l'entrepreneuriat jeune. On sait en fait qu'aujourd'hui que le fonctionnariat a montré ses limites au fil des années. Nous savons également que l'État ne peut pas créer des emplois pour tout le monde. Le secteur privé également, ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager chacun à entreprendre, à créer sa propre entreprise. Et c'est la politique en fait ces dernières années, que ce soit en fait au niveau des gouvernants, que ce soit également au niveau des élites, mais véritablement, est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour permettre à un jeune burkinabé, à un jeune sénégalais, un jeune ivoirien, un jeune tout simplement tout court de pouvoir se lancer facilement et simplement dans l'entrepreneuriat et pouvoir s'en sortir? Nous en parlons bien sûr dans ce numéro de changement de paradigme avec notre analyse. Alors, M. Papodias, entreprendre. Et pour entreprendre, il y a un minimum quand même de conditions à réunir ici, par exemple au Burkina Faso. Vous, aujourd'hui, par exemple, vous êtes un jeune entrepreneur. Quels sont véritablement les blocages, les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre, par exemple, ou dans l'implantation de vos entreprises? Merci beaucoup. Difficultés, il y en a. Il y a beaucoup de difficultés dans la mise en place des entreprises, que ce soit en création, surtout pour les jeunes. Moi, je milite pour une détaxation, c'est-à-dire pour créer une entreprise dans mon pays, là où on incite les gens à entreprendre, à créer des entreprises. Ça devrait juste être une déclaration. Vous partez, on vous demande un certain nombre de documents, vous les fournissez, on fait une déclaration. Ça devrait être un régime déclaratif. Je pense que ça peut être véritablement un moyen pour encourager davantage. Mais maintenant, l'État ne peut pas créer tous les emplois dont on a besoin justement pour notre économie. Bien sûr. Il faut que le secteur privé soit véritablement soutenu. Mais malheureusement, le secteur privé en Afrique est comme on le connaît. Ce n'est pas spécifiquement au Burkina, mais dans tous les pays. L'autre chose également sur laquelle peut-être moi je suis déjà intervenu, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Donc ce discours de tout entrepreneuriat, tout entreprendre, etc., je ne pense pas que ce soit effectivement possible. Quels sont les secteurs aujourd'hui sur lesquels nous avons besoin d'appui et de soutien dans notre économie? Essentiellement, ce sont les secteurs industriels de manière générale, c'est l'industrie. Et les gros investissements dans l'industrie, notre secteur privé ne peut pas le faire. Alors, il faut que l'État mette en place des dispositifs d'accompagnement, que l'État également serve souvent de garantie au secteur privé. On le voit par exemple dans des pays comme la Chine, tous les privés qui se lancent, il y a des Exim-Bank, etc. Aujourd'hui, une entreprise chinoise, généralement, il y a toutes les entreprises chinoises qui interviennent ici en Afrique. On pense que réellement, c'est des entreprises d'État, mais il y a peu d'entreprises d'État qui interviennent ici. Souvent, c'est des privés, mais qui ont le soutien de leur gouvernement. Donc, l'État les accompagne, les sert de garantie. Aujourd'hui, si moi, par exemple, je crée une start-up, pour lever des fonds, c'est compliqué, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de fonds de garantie, il n'y a rien. Je ne vais pas trouver de financement, je ne vais pas mettre en œuvre mon projet. Et peut-être que mon projet, s'il était mis en œuvre, aurait pu peut-être créer d'autres emplois, etc. Donc, l'autre aspect, c'est un problème surtout de vision. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelle est la politique d'emploi de l'État? La vision même de l'État, où est-ce qu'on veut aller?
Quels sont les objectifs en termes de création d'emplois, au-delà des slogans politiques, mais des objectifs réels, analysés sur des données, sur la base de l'évolution de la population, etc., etc. Je pense que toutes ces données-là, effectivement, manquent. Les structures mises en place pour accompagner également les jeunes. Quand on parle d'accompagnement des jeunes, c'est de la formation jusqu'à la création de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on ne peut pas n'avoir que des écoles où il n'y a que de l'enseignement général et créer des unités pour créer des entreprises. Ils vont créer des entreprises pour qui? Pour des gens qui ont des maîtrises en anglais, en géographie, etc. Ils vont créer quel type d'emploi? Donc il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Bon, mais vous êtes en train de parler de vision. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Le problème que vous êtes en train d'indexer, en fait, c'est la conséquence peut-être de plusieurs années de formation générale depuis les indépendances. Parce qu'effectivement, nos parents ou peut-être même nos grands-parents, ils étaient formés en fait pour pouvoir venir occuper des postes qui existaient, qui manquaient en réalité de cadres pour les occuper. Malheureusement, nous avons continué en fait dans cette dynamique-là de former des personnes pour pouvoir venir occuper des postes. Aujourd'hui, malheureusement, les postes en fait qui devraient être occupés sont totalement pourvus. Nous sommes en fait en surpopulation, on va le dire comme ça, par rapport en fait aux postes. Mais on continue dans cette même dynamique. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. C'est la conséquence des décisions que nous avons prises il y a de cela peut-être 50 ans, 30 ans, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais à partir de 2021, où tout le monde est conscient que maintenant, le gouvernement tout seul ne peut plus créer effectivement en fait des emplois pour tout le monde et qu'il faut appuyer en fait les jeunes à entreprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? L'État a mis en place quand même il y a des structures d'accompagnement des jeunes, mais l'autre aspect également, est-ce que les jeunes sont suffisamment informés de ces structures-là qui existent pour les accompagner dans la formation, dans le coaching, dans le mentoring et surtout en fait aussi dans des financements, parce qu'il y a également en fait cette problématique-là. Il y a des structures qui existent, mais les jeunes ne les connaissent pas. Est-ce que ce ne sont pas aux jeunes aussi en fait de chercher à s'informer pour ceux réellement qui veulent entreprendre? Oui, c'est des structures politiques. Généralement, la mise en place de ces projets-là, c'est lors des campagnes électorales. On annonce, effet d'annonce, et puis on met en place. Deuxièmement, c'est des structures qu'on dit destinées aux jeunes, mais qui ne sont pas conçues avec les jeunes, ou dans l'organisation, dans l'administration. C'est-à-dire aujourd'hui, on a du mal à évaluer le besoin de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, quel est son... clair. Le besoin, c'est un besoin en accompagnement pour la... Si tu es sur le besoin, d'abord, c'est un besoin. C'est surtout l'emploi. Maintenant, comme nous savons, comment permettre à tout jeune africain de pouvoir avoir un emploi décent, pouvoir vivre décemment de cet emploi-là, c'est là la problématique. Et dans cette dynamique-là, l'État a entrepris des mesures. Il y a également en fait le secteur privé, il y a quand même en fait des cadres qui existent. Maintenant, est-ce que les jeunes réellement arrivent à s'organiser pour pouvoir effectivement en fait bénéficier de ces cadres et de ces structures par exemple qui sont mises en place? Moi, je ne distingue pas les jeunes à côté des autres composantes de la société. Quand je parle de vision, au-delà de la jeunesse, c'est des visions même pour nos pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision pour le pays, l'économie, le développement du pays, se donner des perspectives sur une période bien qu'on peut évaluer. Maintenant, les jeunes sont des composantes de la société, autant des adultes, des femmes, etc. Si voilà moi mon objectif de développement, voilà là où je veux amener mon pays, je vais aller maintenant voir sur les composantes de ma société, quelles sont les différentes composantes et qu'est-ce que je dois faire pour chaque composante afin que je puisse leur assigner un rôle effectivement dans cela. Donc c'est ça. Pourquoi on parle de plus en plus de jeunesse? C'est que la jeunesse est la partie la plus importante de la population. D'ici 2030 ou 2050, peut-être que plus de 2 ou 3 jeunes de ce monde-là, effectivement, ce seront des Africains. Donc il y a un problème. Aujourd'hui, si on veut se développer, il faudra qu'on s'appuie et sur les jeunes et sur les femmes. Alors, ce n'est pas en disant qu'il faut leur créer des emplois, mais il faut d'abord les former. Il faut les préparer. Mais la formation, on les forme pour qu'ils puissent jouer un rôle. Un rôle dans quoi? Dans le développement du pays. Si maintenant la vision de développement du pays n'est pas claire, la vision de formation ne sera pas claire. C'est ça le problème. Il n'y a pas de vision de développement concret. Dans une édition en fait récente, nous indexions le problème lié en réalité aux populations. Parce que très souvent, nous avons toujours tendance à indexer l'élite, à indexer par exemple les gouvernants, les dirigeants, ainsi de suite. Mais quelle est la responsabilité des jeunes dans la création de leurs emplois?
On ne doit pas être là à dire oui, c'est l'État en fait qui doit nous former, nous donner les compétences dont nous avons besoin pour pouvoir en fait entreprendre. C'est l'État qui doit faire ci, c'est l'État qui doit faire ça. Qu'est-ce que nous-mêmes en tant que jeunes nous faisons? Parce que c'est ça aussi en fait la réalité. Sinon on sera toujours là et on est en train d'attendre, il faut que l'État fasse ci, il faut que le gouvernement fasse ça, il faut que tel. Mais qu'est-ce que moi-même je fais véritablement dans mon environnement, avec ce que j'ai, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui va me permettre de pouvoir mieux vivre? Moi, je crois qu'à la tête de nos États, même au-delà des technocrates universitaires, il nous faudrait des informaticiens spécialisés en programmation. Mais ça existe déjà. Oui, des informaticiens, c'est-à-dire un président qui est formé dans la programmation et l'automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, par exemple, le cas spécifique des jeunes, formation, le jeune, qu'est-ce qu'il doit jouer comme rôle, etc. Mais il n'a pas été préparé pour ça. Qui doit le préparer? Mais c'est l'État maintenant. C'est là où l'État doit. Nous sommes à une situation où l'État a failli depuis peut-être plus de 50 ans. Non, l'État n'a pas failli. Ok, mais si l'État n'a pas failli, aujourd'hui, nous devions être dans une situation où chacun a les compétences et chacun a les ressources nécessaires pour pouvoir se prendre en charge. Pourtant, la réalité aujourd'hui, c'est que le chômage, en fait, la situation est alarmante. Quand on prend les statistiques, on ne peut même pas en fait en parler. C'est ça le problème. Donc, l'État a failli d'une manière ou d'une autre. Maintenant, aujourd'hui, puisque nous passons notre temps pratiquement en fait à indexer l'État, les gouvernants, est-ce que ce ne serait pas temps, étant donné que peut-être nous avons des dirigeants qui ne sont pas peut-être en phase avec les aspirations du peuple, est-ce que ce ne sont pas aux jeunes, ce n'est pas à chaque jeune de véritablement prendre conscience et de se dire, cet État-là, oui, il est là, mais moi-même, qu'est-ce que je fais pour moi-même? Qu'est-ce que je fais également pour les autres? Parce que je ne sais plus, quelqu'un qui disait encore, voilà, il ne faut pas demander ce qu'en fait l'État peut faire pour toi, mais qu'est-ce que toi tu peux faire en réalité pour ton État? Voilà un bel slogan de politicien que les gens répètent. Ah bon? Il faut toujours se demander ce que l'État peut faire pour nous. Oui. Parce que si on se demande, oui, si on ne se demande pas ce que l'État peut faire pour nous, quel est le sens de l'État? L'État a été installé pour quelque chose quand même. Oui, voilà. Justement, mais pas forcément dans le sens de prendre en charge tout le monde. L'État a une responsabilité, en fait, il y a des rôles régaliens en fait, qui sont effectivement reconnus à l'État. C'est de s'assurer effectivement que l'État soit stable, s'assurer à ce qu'il y ait la paix par exemple dans le pays, que côté sécurité tout le monde soit à l'aise, que l'environnement en fait économique, politique, social, en réalité l'environnement pestel comme le disent en fait les marketeurs, soit véritablement en fait propice pour que chacun puisse se développer. Mais ce n'est pas à venir prendre par exemple la main de M. So, M. Paco Diaz et lui dire ok, voilà, on va vous former, vous allez faire peut-être tant. Non. Il faut que l'État, son rôle, c'est de travailler à ce que l'environnement soit propre, à ce que en fait vous soyez en sécurité, à ce qu'il y ait le minimum en fait de base. Et le reste, chacun effectivement en fait doit travailler à pouvoir se prendre en charge. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un État responsable, l'éducation, ça incombe à qui? La mise en place des écoles de formation, ça, de qualité, de la préscolaire jusqu'à l'université. C'est l'État qui doit faire effectivement cette mise en place. Oui, ça c'est vrai. Les structures de santé, justement, pour garantir une bonne santé physique. La politique de jeunesse, mais c'est l'État pour que les gens... Disons les dirigeants, en fait, voilà, les gouvernants. C'est encore un corps sain, etc. Voilà, véhiculer toutes ces factures-là. Ok. L'environnement macroéconomique. Justement. Mais c'est l'État. Si un État arrive à mettre en place des écoles de qualité, à installer à former des enseignants de qualité, ils vont former des individus de qualité. Justement. Si à la sortie de cette formation-là, ils rentrent dans une société avec un environnement macroéconomique, microéconomique favorable, mais ils vont entreprendre. Justement. Personne n'a la possibilité d'entreprendre et qui n'entreprend pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de perspective d'entrepreneuriat en Afrique et on nous tympanise dans l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. On va entreprendre dans quoi? On va faire quoi? Mais quand même, il y a c'est ça le problème. Choses à faire. Non, justement, en Afrique, nous sommes dans un continent où il y a plein de choses à faire, où il n'est pas possible de faire quelque chose. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi? Parce que rien n'est fait.
Oui, ça, je suis d'accord. Mais il n'est pas possible de le faire parce que aucune condition n'est réunie pour qu'on puisse effectivement les faire. Alors ça interpelle à la fois les dirigeants que le peuple en tant que tel. C'est pourquoi, dans une de nos entretiens, je disais qu'il faudra une symbiose en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser l'État d'un côté, le peuple de l'autre, la jeunesse d'un côté, les autres de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une certaine, je veux dire, harmonisation. Il faut un bon chef d'orchestre ou bien un informaticien fort en programmation pour automatiser les systèmes. C'est-à-dire l'école doit être une usine de fabrication d'individus sur la base des objectifs qu'on se fixe. N'est-ce pas? Donc, tout enfant qui a 6 ans, par exemple, qui rentre dans l'école, on sait qu'à 18 ans, il y a un minimum de choses que l'État te garantit que tu peux avoir, que tu peux savoir faire. Parmi ces choses-là, vont faire partie ce dont l'État a besoin pour que tu puisses effectivement exercer, parce qu'il t'a déjà préparé cela. Mais s'il n'y a pas cela, ben, les gens sortent. Aujourd'hui, regardons le taux de chute à l'école. Aujourd'hui, quand on va au grand marché de Ouagadougou, tous les jeunes qui tiennent l'économie, mais quoi qu'on dise, mais ce n'est pas des jeunes qui ont le bac au truc, même s'il y en a quelques exceptions, et les médias vont les prendre, il a sa maîtrise, il vend de la friperie, il est unique, il est exceptionnel. Vous ne pourrez pas me citer 40 jeunes qui ont la maîtrise et qui font de la friperie. Donc il faut qu'on arrête cette théâtralisation des choses. Les gens n'ont pas de formation. Les gens, ils rentrent à l'école à 16 ans, ils arrêtent. Ils arrêtent, c'est ça le problème. Il n'y a pas de formation. Tu sors, tu veux créer ton entreprise. Ok, avant de créer, d'avoir ton numéro de registre de commerce, etc. Mais c'est la croix et la bannière. Pour avoir un compte bancaire, c'est la croix et la bannière. Donc il y a un problème. Il y a un problème pour avoir un financement. Mais toutes les banques qu'on inaugure dans Ouagadougou, là, il faut qu'on les interroge. Combien de projets de jeunes ils ont financés? Ils ne financent pas de projets de jeunes. Ils financent quoi? Ils ne financent pas l'économie. Ils financent quoi? C'est de grosses entreprises. En fait, c'est entre eux qui s'aident. Donc, il n'y a rien qui est fait au niveau micro, au niveau, je veux dire, des petites structures, au niveau des débrouillards, des gorgorous, comme on dit chez nous, des gens qui font du tabac. Il n'y a absolument rien du tout. Après, on veut que ces jeunes-là fassent quoi? Après, on veut s'attendre qu'ils soient des champions dans l'économie pour faire quoi? Les grands Burkinabés qui ont l'argent, ils investissent dans quoi? Ils investissent ils vont ouvrir des banques pour faire quoi? Quel est le Burkinabé qui va se prendre? Il dit qu'il est milliardaire, il crée une banque, mais il se fout de qui? Il se fout de qui pour créer une banque? Qu'est-ce qu'une banque va créer dans l'économie aujourd'hui dont on en a besoin? Non, il crée quel emploi? Mais attendez, que la banque on n'a qu'à aller dans les agences des banques là, on regarde les contrats de tous ceux qui traitent avec les clients là, on regarde les trucs là. C'est des CDD qu'ils ont, c'est des CDD, c'est des stagiaires qu'on a. On prend des comptables, des trucs, des stagiaires, les gens ils bougent, ils récupèrent les agios des comptes des clients, ils font du blanchiment, je ne sais quoi, mais ils ne créent pas de l'emploi, ils n'ont aucun impact sur l'économie. Donc il y a un problème. Moi j'aurais compris, oui, je veux faire un investissement. J'investis sur une école d'ingénierie, j'investis même sur une clinique, je veux dire privée, de cardiologie ou de machin, etc. J'investis dans tel secteur industriel, etc. Non, c'est des domaines où il y a de l'argent, où ils sont les seuls à intervenir, qu'ils interviennent, mais ils ne font rien pour le peuple. Donc c'est ça, là également il y a un problème. Donc quand on dit même le secteur privé, ces gens-là, si c'est eux le secteur privé, et que toute l'aide de l'État leur est attribuée, en réalité, ils ne vont rien faire. Donc finalement, l'État se trouve face à des interlocuteurs qui ne sont pas prêts en rien, parce qu'ils n'ont pas ça. Est-ce que vous comprenez? Justement, nous sommes dans une situation, comme je le disais tantôt, vous disiez tout à l'heure en réalité que c'est l'État qui doit travailler à mettre en place des écoles effectivement assez performantes qui vont former des enfants, des jeunes pour que lorsqu'il va sortir à 18 ans, qu'il soit prêt peut-être à l'emploi ou au moins même lorsqu'il n'a pas un emploi, qu'il puisse en fait en créer lui-même. L'État doit mettre en place les structures sanitaires, l'État doit mettre en place... Mais nous sommes aujourd'hui à une situation en fait où effectivement, l'État n'a pas réussi à mettre en place tous ces systèmes-là. Voilà pourquoi je disais tantôt que l'État a failli. Premier aspect. Second aspect, effectivement, ces grands richards, ces champions dont vous parlez, qui investissent peut-être dans des secteurs qui ne sont pas suffisamment effectivement structurants pour pouvoir permettre
de résorber cette situation de chômage ou bien qui ne finance pas peut-être ces jeunes-là pour qu'ils puissent entreprendre. Ça aussi, c'est un autre aspect. Maintenant, au niveau jeune, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va s'attendre ou bien rester tous là en fait à dénoncer, à dire l'État doit faire ci, l'État doit faire ça, ou bien tel Richard doit faire ci, tel opérateur économique doit faire ci? Est-ce que ce ne serait pas temps qu'on se dise ça suffit? Qu'on prenne en fait notre responsabilité, je veux parler en fait des jeunes, que les jeunes prennent leurs responsabilités, s'organisent peut-être entre eux et pouvoir réellement en fait inverser la tendance. Parce que si on va être toujours là, oui, un État responsable doit faire ci, doit faire ça. Les opérateurs économiques qui ont réussi également doivent pouvoir faire ci, doivent faire ça. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les jeunes font? Ok. L'objet de cette émission justement rentre dans ce sens-là. Oui. Il n'est pas dit, notre parole n'est pas biblique ni naturellement, bien sûr. Nous n'avons pas le monopole des idées, nous faisons que donner un point de vue. Justement. Mais nous contribuons, de mon point de vue, à déconstruire certaines perceptions. Oui. Alors moi, il y a des concepts de champions de l'économie, d'opérateurs économiques. Il n'y a pas d'opérateurs économiques ici parce qu'ils ne font rien dans l'économie. Ils n'opèrent rien du tout. Alors, ce sont des opérateurs du quoi alors? C'est des businessmen. Justement. C'est des hommes d'affaires, comme on dit. C'est des hommes d'affaires. Aujourd'hui, quand tu vas en France, quand tu vas en Angleterre, quand tu vas en Belgique, quand tu vas à Hong Kong, etc., il y a des champions de l'économie. Quand tu vas aux États-Unis, il y a des champions de l'économie. Voir, par exemple, tu vois, mais un jeune comme Mark Zuckerberg qui a mis en place Facebook, il avait le soutien de quel État pour mettre en place son outil? Rien du tout. Justement. Il n'avait rien du tout. Mais pourquoi est-ce qu'un jeune... Mais l'État américain a réussi quelque chose. Le gouvernement américain a mis en place un environnement qui fait que quelqu'un qui se réveille, qui n'est pas paresseux, qui a la volonté et un peu d'idée, il peut réussir. Pourquoi on parle de l'American Way of Life, du rêve américain? C'est parce qu'on a mis des conditions pour que tous ceux qui veulent réussir, réussissent. Parce que le rôle de l'État, ce n'est pas de prendre la main de chacun et de mettre la graine que tu vas manger tous les jours. Mais je vais m'assurer à ce qu'il y ait de bonnes routes pour que tu puisses arriver à l'heure. Je vais m'assurer. Vous savez, aujourd'hui, la maladie qui tue le plus au Burkina et dans nos pays, là, c'est le paludisme. On ne peut pas construire des hôpitaux pour le paludisme. Le meilleur moyen de lutter contre le paludisme, mais c'est la prévention. Et tout le monde sait que la prévention même coûte moins cher que le traitement. Qu'est-ce que nos États là font pour ça? Je parle juste du cas du paludisme, mais pour d'autres types de choses. Il y a beaucoup. Ça rentre bien, il y a des sensibilisations qui sont faites. Ça rentre, oui. Le problème, ce n'est pas ça. Parce que les moustiquaires là, c'est pour quelque chose. Les moustiques là, on ne peut pas les combattre comme ça. Mais le problème, pourquoi les moustiques se développent comme ça? Oui, au-delà de l'environnement, nous sommes dans un climat tempéré, etc. Mais c'est la saleté de nos villes. Justement. Les flaques d'eau, il y a de l'eau que l'hivernage. Ça, c'est la responsabilité d'abord en fait des populations. D'accord. D'accord. D'une part, ça peut être de la responsabilité des populations. Oui, d'autres, mais d'une part, fondamentalement d'abord. Quand il pleut, et qu'il y ait une vague d'eau, qu'est-ce que les populations peuvent faire dans l'évacuation de ces eaux? Moi, je peux comprendre qu'il y ait flaque d'eau devant chez moi, que je me dise que oui, que je vais l'aménager, etc., etc. Mais les grandes canalisations, qu'est-ce qu'il faut faire? Le traitement des eaux usées, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, dans une capitale comme Ouagadougou, 80% des ménages ont des fosses septiques, c'est anormal. Pendant qu'on fait des routes, oui, il n'y a pas de système de traitement des eaux. Et ces fosses septiques-là vont effectivement sur la nappe. Et quand ça va sur la nappe, mais il y a des conséquences sur la santé. Mais voilà de petites choses, au lieu d'inaugurer des échangeurs ou des ponts, etc., des aéroports, ainsi de suite. Voilà de petites choses qui ont des impacts directs au niveau des populations. Ce que les gens ne font pas. Mais justement, ce dont vous parlez également, les échangeurs et autres, là, ça également, ça c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ce que je veux qu'on comprenne une chose. C'est qu'aujourd'hui, tout est priorité. Mais il faut toujours de l'agencement. Il faut toujours de l'organisation. Il y a des axes sur lesquels, quand on va intervenir sur un environnement, il faut qu'on travaille sur ça. Aujourd'hui, on a parlé de la création d'emplois. Malgré toutes les mesures qu'on a prises, il n'est toujours pas facile de mettre en place une entreprise, d'accéder au premier financement. Ces mesures qu'il faut prendre, c'est véritablement l'État qu'il faut. Vous savez, nous en Afrique, on a un peuple qui est brave. Nous avons des jeunes qui sont braves, nous avons des femmes qui sont braves. Le matin, quand vous vous réveillez, vous parcourez les différents marchés de la ville, vous vous rendez compte de la bravoure de ces populations. Mais elles n'ont pas de soutien. Elles n'ont pas d'aide. Moi, je vois des femmes qui, à vélo,
parcourent des kilomètres avec des feuilles qu'elles sont allées récolter dans la brousse pour revenir les vendre au marché pour pouvoir nourrir effectivement. Ces femmes-là le font pendant des années. Ceux qui sont censés effectivement s'occuper de leur situation ne sont même pas au courant parfois que ces femmes-là continuent toujours à le faire. Peut-être que la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'est quand ils étaient au village chez leur grand-mère. Vous comprenez? Il y a un problème. Moi, quand je circule pendant l'hivernage dans les rues de Ouagadougou, je me demande si le ministre des Transports, si le maire central de la ville circule en même temps que moi dans ces différentes ruelles-là, où c'est impraticable et pendant des années, les mêmes choses se passent. Ça ne demande pas des milliards de mobiliser. Si on avait appelé les populations pour leur dire venons, on fait ceci et qu'elles refusent, là on peut comprendre. Si on avait vu les populations qu'on a construit une route et que les gens l'ont cassée, là on peut comprendre. Mais on mobilise l'argent, mais tout l'endettement du pays, l'argent va où? Pour organiser des élections, pour payer des véhicules de 80, 100 millions pour des ministres. Voilà la réalité. Après on dit que non, les jeunes n'entreprennent pas. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. C'est un peuple brave, avec des dirigeants qui sont incompétents et qui sont paresseux intellectuellement. Mais et qui ne prennent comme pas on les le dit initiatives. d'ailleurs, chaque peuple mérite ses dirigeants, c'est nous qui les avons élus. Oui, donc on ça également c'est une triste réalité. Voilà. D'une part, on peut comprendre. Oui, naturellement, moi je me dis que si on est d'accord, parce que c'est un postulat, si on est d'accord que chaque peuple mérite ses dirigeants, donc si on conclut qu'on a des dirigeants médiocres, donc nous avons un peuple médiocre. Or, ça va fausser la chose. Quelquefois, je vais ajouter quelquefois à la phrase, quelquefois, sur certains sujets, à certains moments de la vie, les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, vu la situation, vu la détermination de ces populations africaines-là, je pense que c'est une injustice, c'est même une calamité, une malédiction que de mériter ces chefs d'État-là que nous avons dans tous les pays. Quand je parle, je ne dirige pas ça au Burkina. Le Burkina est en avance sur beaucoup de pays. Dans tous les pays, même africains, nous n'avons pas véritablement, et peut-être que nous attendons un cataclysme, je veux dire, dans l'univers pour que ça puisse changer. Parce que je ne comprends pas, avec tout ce que nous avons vécu et tout le potentiel que nous avons. Parfois, quand tu prends par exemple un pays comme le Sénégal, quand tu prends un pays par exemple comme la République démocratique du Congo, mais qu'est-ce que ces populations-là, qui n'étaient même pas au courant, qu'il y avait une mine de je ne sais quoi, parce que c'est une montagne qui est sacrée. Un gouverneur ou un ministre va négocier avec des entrepreneurs chinois pour qu'on vienne casser la mine. Comment est-ce qu'on veut imputer cette responsabilité à ces gens-là? On ne peut pas. Donc parfois, c'est de l'arnaque dont on est victime. Et peut-être on va continuer à parler jusqu'à ce que les consciences puissent. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on se rend compte qu'au niveau étatique, c'est pas évident. Au niveau également des élites, c'est pas évident. Voilà pourquoi moi je reviens toujours à la responsabilité en fait des premiers concernés, des jeunes. Comme on le dit en fait, c'est vrai, Thomas Sankara disait tout simplement que l'esclave qui n'est pas capable d'indiquer ou disons en fait de s'affranchir ne mérite pas en réalité en fait voilà, qu'on s'apitoie sur son sort. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une... Voici la situation qui est là exactement. On fait quoi? Sankara n'a pas tout à fait raison. Ah bon? Parce que si tu es né dans l'esclavage, tes parents sont nés dans l'esclavage, la situation d'esclavage devient normale chez toi. Mais justement, il faut un jour quelqu'un qui va se lever et qui va dire maintenant en fait ça suffit. Oui, oui. La prise de conscience peut venir. Mais je dis que si tu viens d'être captif, alors là on peut comprendre. Cette phrase-là va être pertinente à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui est né dans la captivité, ses parents sont nés dans la captivité, il ne se sentira à l'aise que dans ça parce qu'il va se dire que c'est ça ma situation normale, effectivement. Donc pour apporter une rupture, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer à tous les niveaux. L'autre chose également, il n'y a pas une solution. On va dire que les gens comme une pilule magique, vaccin de Covid, prenez ça et puis c'est fini. Non, non, non. Chacun va agir à son niveau. Nous, par exemple, nous utilisons notre média avec les moyens dont nous disposons et nous sensibilisons et nous parlons. Que chacun se mette à son niveau, effectivement, qu'il puisse effectivement s'engager dans cette dynamique-là. Maintenant, mais il faut toujours un chef d'orchestre. Vous savez, dans un orchestre de musique, par exemple, classique, le chef d'orchestre est le seul musicien, parce que c'est un musicien, c'est le seul musicien qui donne dos au public. Mais c'est lui qui donne de l'harmonie effectivement à cela. Donc il faudra
un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre-là, dans la société, on a choisi des gens pour qu'ils donnent dos au public et qu'ils regardent comment les choses sont organisées. Donc entre ce qu'eux ils jouent et ce que lui qu'ils donne comme instruction, il doit y avoir une certaine symphonie, une certaine harmonie pour effectivement qu'il y ait de la bonne musique effectivement à l'oreille. Ce n'est que ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien à inventer. Les pays qui se sont développés, ils ne sont pas descendus du ciel. Les peuples qui ont passé les étapes que nous avons passées également, naguère, les situations que nous vivons, il y a des peuples, il y a des pays développés actuellement qui étaient dans ces mêmes situations-là il y a 50 ans, il y a 30 ans. Ils ont eu des hommes qui ont eu la vision et qui ont mobilisé, parce que c'est pas facile. Parfois, les gens ne sont pas d'accord. Vous pouvez lancer le changement, les gens ne suivent pas. Et se donner de tous les moyens, effectivement, par tous les moyens possibles, dans la mesure du possible, pour effectivement impulser ces dynamiques-là. Ce que Mao a réussi à faire, ce que d'autres ont réussi à faire, je pense qu'il est possible qu'en Afrique on le fasse. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans ces dynamiques-là. Le peuple ne se lève pas d'un seul coup. Il faut le lever. Mais quand il est debout, on ne peut pas l'arrêter. Mais malheureusement, il a toujours besoin de guides, de dirigeants forts. Et il faut véritablement ça. Alors le dirigeant fort, le leadership fort, il peut être un individu, il peut être un groupe d'individus, mais le principe, c'est que c'est un leadership effectivement conducteur, c'est un leadership incitatif, c'est un leadership effectivement de conduction, d'impulsion. Et voilà ce qui nous manque en réalité. Donc tous les éléments sont réunis pour le développement, pour que les jeunes effectivement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui peut catalyser les jeunes? Qu'est-ce qui peut tenir la parole aujourd'hui pour que les jeunes puissent se mobiliser, puissent sortir, puissent faire un certain nombre de choses? On ne le voit pas. Les modèles de la jeunesse, ce sont les artistes. Les modèles de la jeunesse, c'est les footballeurs. Les modèles de la jeunesse, c'est les top modèles. Mais c'est parce qu'il y a un vide. Il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de leaders effectivement charismatiques, de penseurs, de philosophes, de chercheurs, etc. Et les peu d'intellectuels que nous avons professeurs, ils préfèrent aller monnayer leurs compétences dans les universités. Ils sont contents quand ils entrent en Afrique pour dire je suis professeur à l'université de Michigan. Mais on s'en fout que vous soyez professeur là-bas et que vous n'êtes pas capable. Quel est le... Non mais attends, ce n'est même pas sérieux. Nos médecins, les meilleurs, ouais, j'interviens de temps en temps à l'hôpital de Paris, etc. C'est comme ça. Les meilleurs joueurs, ils vont préférer lui, je joue dans le championnat anglais. Mais c'est ça le problème. Quand est-ce que quelqu'un va décider de se mettre au dos comme ça, de ne pas regarder le public et de travailler, de faire comme le chef d'orchestre? Tant qu'on n'aura pas ça, on ne va pas se développer. Alors, ce n'est pas désespéré, parce qu'on va continuer à parler, parce que ça là, ce message-là, il faut que des jeunes l'entendent. Ce message-là, il faut que ça fasse tache d'huile. Chers frères, chères sœurs, levez-vous, mobilisez-vous. Il n'y a personne qui viendra développer ce continent à votre place. Qu'on soit jeune ou pas, comme le disait Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. Aujourd'hui, nous avons 35 ans, 40 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous aussi, on ne va plus nous appeler des jeunes. Donc, on n'est pas là à défendre des jeunes, non. On défend un idéal. Ce n'est pas parce qu'on est des jeunes qu'on le dit, c'est parce que juste on est des citoyens. Il faut qu'on travaille effectivement sur ça. Il faut qu'on travaille sur cette base-là, ce serait effectivement le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec tout simplement M. Paco Diaz. Nous parlons entrepreneuriat, nous parlons bien sûr problématique de l'emploi. Comment est-ce que les jeunes devraient s'organiser au-delà bien sûr en fait des États, au-delà des élites politico-intellectuelles. Comment est-ce qu'entre nous on devrait véritablement s'y prendre pour que chacun puisse trouver son compte dans ce paysage-là, ici en Afrique de l'Ouest, en particulier au Burkina Faso, tout simplement. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous disons à très bientôt pour une autre édition du changement de paradigme. D'ici là, portez-vous bien et profitez de chaque instant de votre vie avec encore plus d'enthousiasme. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvais moment pour faire de bonnes choses, il n'y a pas de bons moments pour faire de mauvaises choses.